sociaux, Sabrina Aurora. Elle a fait une vidéo sur Facebook où elle dénonçait l'état des urgences à l'hôpital qui est venu millions de fois. Donc elle et moi, nous travaillons, on est aussi emblématique de candidats qui portent un programme très soucieux de la question des services publics. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des services publics, on aura l'occasion d'approfondir les thématiques de l'éducation et de la santé à l'occasion d'autres rendez-vous dans les jours qui viennent et avant le premier tour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi El Khomri, parce qu'on est dans une circonscription tout à fait emblématique. Myriam El Khomri est mon adversaire dans cette circonscription. C'est la candidate investie par le Parti Socialiste. Et moi, je suis le candidat d'un programme, l'Avenir en commun, qui porte en son cœur l'objectif d'abrogation de la loi El Khomri. Pourquoi? Parce que nous considérons que cette loi, elle organise la vie pourrie. On a fait une campagne d'affichage, la première campagne d'affichage de la France Insoumise, elle était sur ce mot d'ordre, loi El Khomri, vie pourrie, parce que la loi El Khomri, et je vais développer ça, elle favorise les licenciements, elle dégrade les conditions de travail, elle est source de plus de précarité, mais d'abord, elle inverse ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que c'est que cette inversion de la hiérarchie des normes? C'est rompre avec un principe qui, jusqu'ici, garantissait qu'un accord d'entreprise ne pouvait être que plus favorable aux salariés que la convention collective dans le secteur d'activité de cette entreprise, plus que la loi. C'était le cas jusqu'au vote, parce que c'est par 49.3 que la loi El Khomri est passée, je vais y revenir. Et c'était ce principe, qu'on appelle le principe de Weber, et ce principe de la hiérarchie des normes qui, jusqu'ici, l'emportait dans notre pays, et le cœur de la loi El Khomri est d'en finir avec ce principe. Et donc, de mettre en place une logique de dumping entre entreprises en France, puisque désormais, ces entreprises vont être mises en concurrence et il va s'agir ou bien d'allonger le temps de travail, ou bien de moins bien rémunérer par exemple les heures supplémentaires pour pouvoir s'imposer dans un cadre ultra concurrentiel. Et avec ça, bien sûr, nous sommes en radical désaccord et c'est la raison fondamentale de notre opposition à cette loi. Mais nous sommes aussi favorables à l'abrogation de la loi El Khomri parce que, je le disais, elle facilite les licenciements. Alors de quelle façon? Cette loi, elle introduit notamment un barème pour les indemnités prud'homales, c'est-à-dire ceux qui sont licenciés en cas de licenciement économique, eh bien, ils vont, entre guillemets, coûter à l'entreprise un montant que cette entreprise peut déjà anticiper, déjà budgéter, parce qu'il y a un maximum. Ce qui veut dire que l'entreprise n'a plus besoin de justifier le licenciement. Elle paie, le licenciement est accompli. Cette fin de la justification des licenciements est une des dimensions fondamentales. De même, cette loi favorise les licenciements parce qu'elle permet désormais, dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi, de pouvoir, je vais l'écrire là encore, motif économique, licencier si l'entreprise connaît par exemple une simple baisse de son chiffre d'affaires. Une baisse de chiffre d'affaires est désormais un motif de licenciement. De même que ce que l'entreprise considérait comme une perte de compétitivité serait là encore un motif de licenciement. Vous voyez que ces critères qui sont à la fois extrêmement fous et extrêmement... Parce que alors, le chiffre d'affaires de l'entreprise, vous pouvez le faire varier, hein, quand vous êtes vous-même intelligent d'entreprise. Vous pouvez vous arranger pour que le chiffre d'affaires baisse. Et bien cette loi El Khomri, de façon mécanique, elle va conduire à la multiplication des plans de sauvegarde de l'emploi, donc des plans de licenciement dans les mois qui viennent. Inversion de la hiérarchie des normes, facilitation des licenciements. La loi El Khomri, c'est aussi une loi qui dégrade les conditions de travail. Elle dégrade les conditions de travail parce qu'elle permet que des accords d'entreprise puissent notamment allonger la durée du travail. Et elle permet que cette durée du travail sur une journée puisse aller jusqu'à 12 heures de travail consécutif. Je ne sais pas si vous savez depuis quand il est interdit en France de travailler plus de 12 heures par jour. Aujourd'hui c'est 11 heures le maximum. Eh bien c'est depuis 1848. Vous imaginez, alors vous savez, ceux qui nous sortent tous les discours sur la modernité, entrer dans le 21e siècle, eh bien ils nous renvoient au milieu du 19e siècle, aux pires heures de la révolution industrielle, avec voilà, une durée maximale qui renvoie à ce qu'était la situation du droit du travail en France en 1848, il y a presque 200 ans. Dégradation aussi des conditions de travail parce que la loi El Khomri, elle va entraîner une pression à la baisse sur les salaires. Et notamment, elle va entraîner une pression à la baisse du paiement des heures supplémentaires. Les fameux accords d'entreprise que j'évoquais tout à l'heure, ils peuvent autoriser un paiement des heures supplémentaires majoré de 10% et non plus de 25%. De même que ces accords d'entreprise peuvent conduire de façon quasi mécanique à la disparition des heures supplémentaires en introduisant ce qui dans la loi est appelé mais les guillemets, c'est leur expression, la modulation du temps de travail qui permet de répartir sur 3 ans le volume horaire de travail. C'est une annualisation du temps de travail sur 3 ans qui peut conduire de façon mécanique
à la fin pure et simple des heures supplémentaires, et donc là encore à la baisse de rémunération de ceux qui travaillent. Dégradation, donc, des conditions de travail aussi introduites par cette loi El Khomri. Et puis, dernier axe, elle est source de précarité dans l'existence des salariés, des travailleurs, cette loi El Khomri, source de précarité, notamment pour ceux qui cèdent travail à temps partiel. Je dis celles parce que ce sont très majoritairement des femmes qui sont concernées par le travail à temps partiel. Et la loi El Khomri, elle modifie ce qu'on appelle les délais de prévenance. Les délais de prévenance, c'est les délais dans lesquels l'employeur doit prévenir un salarié à temps partiel que son emploi du temps va changer et donc il va devoir venir ou qu'elle va devoir venir le lundi, le jeudi. Je ne sais pas à quel moment, en tout cas de la semaine, c'est à l'employeur de décider. Jusqu'ici, ces délais de prévenance étaient de 7 jours. Ce qui permettait de façon relative d'anticiper sur l'évolution de cet emploi du temps. La loi El Khomri ramène ce délai à 3 jours. Et donc elle place ceux qui travaillent, celles qui travaillent dans une situation de grande précarité, elles vont devoir s'adapter dans des délais très contraints. Et que peut-on faire de sa vie de famille, de sa vie personnelle dans de telles conditions? Elle est donc source de précarité aussi. Elle met fin, par exemple, la loi El Khomri, à la visite médicale obligatoire, qui jusqu'ici précédait chaque embauche. Cette visite médicale obligatoire, elle est désormais remplacée par une simple entrevue avec un infirmier. J'ai rien contre les infirmiers, bien sûr, mais évidemment, ça n'est pas la même chose une entrevue avec un infirmier, une visite avec un médecin, et donc c'est aussi la question de la santé au travail qu'interroge la loi El Khomri. Donc voilà pourquoi nous plaçons au cœur de notre programme l'objectif de l'abrogation de ce dispositif. Pour ces 4 raisons, inversion de la hiérarchie des normes, facilitation des licenciements, dégradation des conditions de travail et une loi source de davantage de précarité. Au fond, nous proposons des solutions inverses à celles qui sont mises en œuvre depuis maintenant 20, 30 ans. Tous ces gouvernements, ceux de la droite, ceux du Parti socialiste, conduisent la même politique, inspirée des mêmes fondements. D'ailleurs, le conseiller social, je mets des guillemets, d'Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, vous savez qui c'est? C'est l'ancien directeur de cabinet de Myriam El Khomri. Vous voyez que, de toute façon, quelle que soit la tendance, ces politiques, elles se poursuivent. Il faut rompre avec ça, et c'est ce que nous proposons avec notre programme L'Avenir en commun. Et ce programme, celui que Jean-Luc Mélenchon a porté pendant l'élection présidentielle, il veut notamment rétablir ce principe de hiérarchie des normes parce que nous avons un désaccord fondamental avec ceux qui sont nos adversaires. Et dans cette circonscription, avec Myriam El Khomri bien sûr, mais aussi avec Pierre-Yves Bournazel, le candidat de la droite, nous ne considérons pas que nous allons répondre à la question de l'emploi et du chômage en diminuant les droits des salariés. On le constate, les droits des salariés n'ont jamais été aussi affaibli qu'à la fin de ce quinquennat de François Hollande. Pourtant, le niveau de chômage n'a jamais été aussi important. Donc il faut donner, à l'inverse, plus de droits et il faut surtout aider les entreprises à pouvoir embaucher. C'est ça une politique de l'emploi qui est efficace. Alors comment aider les entreprises à pouvoir embaucher? Eh bien, par exemple, pour les TPE-PME, leur permettre d'accéder au crédit. Puisque les banques aujourd'hui refusent de prêter à ces petites entreprises et les empêchent donc d'investir, les empêchent donc de se développer, les empêchent donc d'embaucher. Donc nous allons nous créer une banque publique qui permettra d'apporter à ces TPE-PME les moyens qui sont nécessaires au développement de leur activité. Nous allons engager ce qu'on appelle une politique de relance par l'augmentation des salaires. Nous voulons par exemple passer le SMIC à 1326 € net. S'il y a une députée de majorité insoumise là élue en juin, c'est l'une des premières lois que nous allons voter de cette augmentation du salaire minimum de presque 200 € de plus net par mois sur la fiche de paye directement. Évidemment, avec ce salaire augmenté, eh bien, c'est plus de consommation. Donc des carnets de commandes qui se remplissent dans les entreprises. Donc évidemment une production qui augmente, donc des embauches. Et on voit que par ce cercle vertueux, on peut résoudre de façon véritable la question du chômage dans ce pays qui atteint des niveaux records et répondre à la nécessité urgente de créer des emplois, des millions d'emplois, notamment dans le secteur de la transition écologique. Le programme L'Avenir en commun pose la question écologique comme un enjeu central. Nous proposons la création d'emplois, 300 000 emplois dans le secteur agricole en développant l'agriculture biologique, et 700 000 emplois dans le secteur de la rénovation thermique par exemple, des emplois dans ce qu'on appelle l'économie de la mer. Créer des emplois, aider les entreprises à embaucher plutôt que de casser les droits des salariés. Voilà la logique de la politique que nous proposons. De même, nous voulons interdire les licenciements boursiers. Et dans la circonscription, il y a une situation tout à fait emblématique, c'est celle du magasin Tati. Vous avez connaissance du fait que des centaines d'emplois sont menacés dans ce magasin Tati, et ils le sont notamment en raison des dispositions, cette fois de la loi Macron. Loi Macron, elle aussi imposée par le 42.3, qui permet aux grands groupes de ne pas financer les plans de sauvegarde de l'emploi de certaines de leurs filiales. Le grand groupe qui possède Tati, c'est ERA, fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires par an. Ce groupe, il a largement de quoi financer ce plan social, ce plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire de donner des indemnités à ceux qui sont menacés de licenciement.
La loi Macron, elle permet à ce groupe d'échapper à cette responsabilité. Il faudra aussi abroger pour que ceux qui malheureusement sont déclenchés le soient aussi en recevant des indemnités qui sont plus absolues. Nous voulons, avec l'avenir en commun, nous voulons aussi lutter contre la précarité au travail. Il a sonné par exemple la proportion des CDD dans les entreprises. À plus de 10% de CDD dans les TPE-PME, à plus de 5% dans les grandes entreprises. Et puis nous voulons donner plus de droits aux salariés dans l'entreprise. Nous considérons qu'on est citoyen, bien sûr dans la cité, et là on a l'occasion avec les élections d'exprimer son choix par le vote, mais on est aussi citoyen dans l'entreprise. Et il faut donner des pouvoirs plus grands aux salariés dans l'entreprise. Il faut par exemple leur permettre de reprendre leur activité en SCOP, en coopérative. Il faut permettre au comité d'entreprise de pouvoir, en cas justement de licenciement économique, de pouvoir exercer un droit de veto suspensif. Trouver des solutions. Allez, pourquoi pas justement faire cette reprise en coopérative. Vous voyez, on a toute une série de propositions, de solutions, ce qu'on ne pas évidemment de dénoncer, abrogera cette loi, mais on engagera une autre politique différente, basée sur des fondements différents et avec des objectifs qui sont des objectifs conformes à l'intérêt général de l'emploi pour tous, de l'emploi de qualité, mieux payé et engagé dans la transition écologique. Alors j'en viens maintenant aux enjeux de la circonscription, qui évidemment est emblématique. Évidemment, le débat qui se joue ici a une portée nationale, parce que je fais face à la ministre du chômage du 49.3, à celle qui incarne un quinquennat, un quinquennat de régression sociale, et un quinquennat autoritaire, parce qu'on sait par quels moyens on a imposé cette loi El Khomri par le 49.3, et vous avez tous entendu le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qui nous annonce aller plus loin, vouloir une loi El Khomri 2, et lui l'adopter avec un autre procédé autoritaire par ordonnance. Donc l'enjeu ici, c'est de battre Myriam El Khomri pour empêcher Emmanuel Macron. Et si on emporte l'élection, je serai un député qui est à l'Assemblée nationale, sera non seulement dans l'opposition à la position du président de la République, mais je l'espère être un député d'une majorité insoumise, en capacité de voter les lois qui nous permettent de mettre en œuvre l'avenir en commun, de voter par exemple l'augmentation de ce dont je parlais tout à l'heure, et donc de gouverner le pays, car si nous obtenons la majorité, le Premier ministre sera Jean-Luc Mélenchon. Ici donc il s'agit de battre la ministre du chômage du 49.3 pour empêcher Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, vous l'avez peut-être observé, n'a pas de candidat, nous dit-on, dans cette circonscription. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat en marche dans la 18e circonscription. En fait, il y en a deux. Pas qu'il n'y en a aucun, il n'y en a aucun qui a de label, mais il y en a deux. Moi, je les appelle le lièvre et la tortue. Je les vois tous les jours sur les réseaux sociaux, ils courent après l'investiture en marche. Alors voilà, ils redoublent d'efforts, d'amabilité envers le nouveau président de la République. C'est Myriam El Khomri, bien sûr, la candidate pour l'instant du Parti socialiste, et Pierre-Yves Bournazel, le candidat de la droite. Tous les deux, manifestement, convergent sur le plan idéologique, sur le plan programmatique. Tous les deux sont manifestement d'accord pour les ordonnances, d'accord pour détruire davantage le code du travail, d'accord pour toucher à la durée légale du temps de travail, d'accord pour toucher à la question du salaire minimum, et peut-être d'interroger l'existence ou le niveau du SMIC. Eh bien, moi, je suis le seul candidat dans ce contexte qui propose un programme clair, lisible, celui que Jean-Luc Mélenchon a porté pendant l'élection présidentielle. J'ai une étiquette, tout le monde la connaît, je suis candidat de la France Insoumise, je ne cache pas évidemment cette appartenance. Bien devant moi, j'ai des candidats confus, qui masquent leurs appartenances politiques, et qui masquent manifestement leurs objectifs politiques. Tout l'enjeu ici, il est aussi de clarifier, d'aller au bout de la clarification politique dans la période de recomposition dans laquelle nous sommes. Voilà donc les objectifs, voilà nos solutions, voilà le contexte. Je vais reprendre une formule qui a été beaucoup utilisée au moment du mouvement Nuit debout. On vaut mieux que ça, on vaut beaucoup mieux que la loi El Khomri, on vaut beaucoup mieux que la loi El Khomri 2. Et donc je vous invite tous le 11 et le 18 juin à utiliser le bulletin de vote France Insoumise pour abroger cette loi et pour mettre en œuvre un programme qui répond à l'urgence écologique, à l'urgence sociale et à l'urgence démocratique. Voilà, c'est parti. Et évidemment, on est là disponible pour aller plus loin dans l'échange. On va rester sur cette